Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Je vous présente maintenant la deuxième partie de la fiche qui a été réalisée par Mes fiches CRFPA concernant la formation du contrat et qui, je vous le rappelle, vous a été mise à disposition gratuitement en vue de la préparation du CRFPA. La première partie concernait les négociations, la deuxième partie concerne les avant-contrats. Concernant les avant-contrats, nous allons envisager tout d'abord le pacte de préférence, puis dans un second temps la promesse de contrat. Le pacte de préférence est prévu à l'article 1123 nouveau du Code civil. Il est défini comme un contrat préparatoire qui a pour objet le choix d'un co-contractant en cas de conclusion d'un contrat futur. L'engagement du promettant en cas de vente d'un bien est de vendre celui-ci de préférence aux bénéficiaires du pacte. La limite à l'efficacité du pacte, c'est le droit de préemption légal. La Cour de cassation l'a rappelé dans une décision de la 3e chambre civile du 24 mars 2016. Le droit de préemption est d'ordre public, donc le pacte de préférence ne peut pas lui faire échec. Le contenu du pacte est très libre. Il n'y a pas besoin de fixer un prix ou un délai pour que le pacte soit valable. La première chambre civile de la Cour de cassation l'a rappelé dans une décision du 6 juin 2001. Quels sont les effets du pacte de préférence? Les effets à l'égard du bénéficiaire. Le bénéficiaire d'une promesse contractuelle bénéficie d'une priorité si le souscripteur du pacte se décide à vendre le bien objet du pacte. Les effets à l'égard du souscripteur. Avant la décision de contracter, le souscripteur peut faire un usage normal de son bien. Il ne doit pas se mettre en situation de rendre impossible la réalisation du pacte. C'est ce qu'a affirmé la 3e chambre civile de la Cour de cassation dans une décision du 10 mai 1984. La sanction serait alors des dommages et intérêts à verser aux bénéficiaires du pacte. Après la décision de contracter, le souscripteur propose le contrat au bénéficiaire. En cas de renonciation par le bénéficiaire, il pourra alors contracter avec des tiers. La renonciation du bénéficiaire peut également être tacite. La 3e chambre civile de la Cour de cassation l'a rappelé dans une décision du 3 novembre 2011. Si le souscripteur du pacte conclut avec un tiers, avant la réforme, la Cour de cassation, dans une décision de chambre mixte du 26 mai 2006, avait estimé que le bénéficiaire pouvait obtenir des dommages et intérêts, plus une annulation de la vente au tiers et sa substitution, les conditions cumulatives s'appréciant au jour de la conclusion du contrat. Cela avait été précisé par la Cour de cassation dans une décision de la 3e chambre civile datée du 25 mars 2009. C'était le cas d'une promesse avec promesse de vente plus réitération, appréciation au jour de la promesse de vente. Le tiers devait avoir connaissance du pacte pour cela. Et également, le tiers devait avoir connaissance de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, ce qui est un élément qui pose souvent problème en pratique. Depuis la réforme, la jurisprudence antérieure a été confirmée. L'article 1123 alinéa 2 du Code civil précise: lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi lorsque le tiers connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. Ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu. La nouveauté, c'est l'article 1123 alinéa 3 du Code civil, qui met en place une action dite interrogatoire. Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire du pacte de confirmer dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable l'existence du pacte de préférence et le fait qu'il entende s'en prévaloir. À défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou demander la nullité du contrat. L'action interrogatoire est d'application immédiate. Le tiers peut s'en prévaloir même pour un pacte de préférence qui aurait été conclu avant le 1er octobre 2016, date de l'entrée en vigueur de la réforme. Deuxième avant-contrat, la promesse unilatérale de vente. Sa définition tout d'abord.
Avant la réforme, il s'agissait d'un contrat préparatoire par lequel une personne, le promettant, s'engageait avec une autre qui l'accepte, le bénéficiaire, à conclure un contrat dont les conditions étaient dès à présent déterminées s'il lui demande dans un certain délai pour lever l'option. Après la réforme, l'article 1124 nouveau du Code civil prévoit le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. Quelle est la distinction entre les deux définitions? Il n'y a plus d'exigence de durée du délai d'option dans la promesse unilatérale. La promesse unilatérale peut être conclue sans délai et donc soumise à l'article 1211 nouveau du Code civil. Lorsqu'un contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou à défaut un délai raisonnable. C'est la même solution que pour le droit antérieur. Le cas de la promesse unilatérale de vente. La définition. Le contrat qui a pour objet la conclusion d'une vente dont les conditions essentielles, à savoir le prix et la chose, sont d'ores et déjà fixées, est une promesse unilatérale de vente. Le contrat non formé parce que le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente n'a pas donné son consentement à l'achat. Il faut distinguer de la promesse synallagmatique de vente. La promesse synallagmatique suppose une réciprocité des obligations de vendre et d'acheter, mais le transfert de propriété est retardé jusqu'à l'accomplissement de certaines formalités. C'est souvent la réitération par acte authentique. La promesse synallagmatique de vente vaut vente. La distinction est importante car une promesse unilatérale de vente portant sur un fonds de commerce ou un immeuble doit être enregistrée dans les 10 jours sous peine de nullité. Quels sont les effets de la promesse unilatérale? Les effets à l'égard du bénéficiaire. Le bénéficiaire dispose d'une option qu'il peut exercer librement, acquérir ou ne pas acquérir le bien. Si le bénéficiaire lève l'option, il acquiert le bien. La vente, objet de la promesse, est conclue. Si le bénéficiaire ne lève pas l'option, il refuse d'acquérir, la vente n'est pas conclue et la promesse est caduque. En pratique, le bénéficiaire s'engage régulièrement à verser ce que l'on appelle une indemnité d'immobilisation. Il s'agit d'une somme d'argent, environ 10% du montant, en contrepartie du bénéfice de la promesse. Si l'indemnité n'est pas de nature à contraindre le bénéficiaire à lever l'option et donc à acheter le bien, elle est valable. Une indemnité qui serait trop importante est considérée comme forçant le bénéficiaire à lever l'option et dans ce cas-là, le contrat peut être requalifié en promesse synallagmatique de vente. On a par exemple des décisions de la Chambre commerciale du 20 novembre 1962 ou alors de la même Chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 février 1978. Depuis la décision de la première Chambre civile du 1er décembre 2010, le montant de l'indemnité d'immobilisation n'est pas de nature à remettre en cause la nature de la promesse unilatérale de vente. Mais la troisième chambre civile, dans un arrêt du 26 septembre 2012, est revenue à la solution antérieure. En réalité, la solution aujourd'hui reste incertaine en raison des divergences entre les deux chambres. Quels sont les effets à l'égard du promettant? Le principe, c'est qu'il est engagé de manière irrévocable. C'est confirmé par l'article 1124 du Code civil nouveau, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire, nous dit cet article. Donc, le promettant est engagé. Qu'en est-il de la révocation de la promesse par le promettant? Avant la réforme, en cas de révocation postérieure à la levée de l'option, la vente était parfaite. L'acquéreur pouvait demander des dommages-intérêts et l'exécution forcée. C'est notamment ce qu'a décidé la Cour de cassation, sa troisième chambre civile, dans une décision du 26 juin 1996. En cas de révocation antérieure à la levée de l'option, l'anéantissement du contrat avait comme conséquence que le bénéficiaire pouvait demander des dommages à intérêts, mais pas d'exécution forcée.
C'est ce qu'avait décidé la Cour de cassation, sa troisième chambre civile, dans une décision du 15 décembre 1993, réaffirmée par cette même chambre dans une décision du 13 février 2008. La solution était critiquable parce que le promettant avait en principe donné son consentement définitif au contrat. Il s'était engagé irrévocablement à vendre et il n'aurait pas dû pouvoir se rétracter au regard de l'ancien article 1134 alinéa 2 du Code civil. La solution n'était pas logique puisqu'elle revenait à mettre au même plan une offre et une promesse de vente. Mais elle était confirmée par deux arrêts, la troisième chambre civile en 11 mai 2011 au visa des articles 1101 et 1134 anciens du Code civil et l'arrêt de la chambre commerciale du 13 septembre 2011. La limite, la Cour de cassation a admis que les parties puissent convenir par convention que la rétractation unilatérale du promettant pourrait donner lieu à l'exécution forcée du contrat. C'est la troisième chambre civile, dans une décision du 27 mars 2008, qui l'avait décidé. Depuis la réforme, qu'en est-il? Pour les promesses unilatérales de vente qui ont été conclues après le 1er octobre 2016, la jurisprudence précédente ne s'applique plus. On applique désormais l'article 1124 nouveau. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. L'engagement du promettant est donc réellement définitif. Même en cas de révocation antérieure à la levée de l'option, la vente est parfaite, donc l'exécution forcée est en réalité possible. Cette fois-ci, on a une vraie distinction entre l'offre et la promesse de vente. L'autre conséquence, l'article 1124 alinéa 3 du Code civil prévoit que le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul. Les conditions d'obtention de la nullité du contrat, le bénéficiaire doit prouver que le contrat litigieux a été conclu en violation de la promesse avant l'expiration du délai et que le tiers avait connaissance de la promesse. Voici pour cette présentation de la fiche réalisée par Mes Fiches CRFPA. Je vous rappelle mes coordonnées et je vous retrouve bientôt sur ABC Juriste. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne.